D'abord, aujourd'hui, comme vous allez voir, je vais discuter les problèmes des membres fantômes et aussi la nouvelle génétique. Et je vais essayer de mettre ces deux choses ensemble d'une façon où je vais montrer à quel point la génétique est en train de... La nouvelle génétique, que je vais expliquer, est en train de changer nos idées, pas seulement dans la génétique, mais aussi en ce qui concerne le cerveau. Bon, là, samedi, je vais parler des chants des oiseaux parce qu'il y a un autre domaine qui a complètement changé en ce qui concerne le cerveau, et ça, c'est le domaine de la neurogénèse. Et la neurogénèse, c'est-à-dire qu'il y a des cellules, neurones, qui sont produites tous les jours chez tous les animaux, et y compris les hommes. Il y a à peu près au moins 10 000 chaque jour, jusqu'à la mort probablement. Et ça, c'est tout à fait nouveau, c'était inattendu et c'est contre tous les dogmes. Et on a vraiment découvert et étudié ça chez les oiseaux. Et donc, on a des nouvelles idées sur l'apprentissage, sur la mémoire, et tout ça, je vais discuter samedi. Et bien sûr, il y a un lien, mais il faut faire attention, il y a un lien aussi avec le langage humain parce qu'il y a des rapports entre les chants chez les oiseaux et le langage humain, mais comme je disais, qu'il y a aussi un... Il ne faut pas dire trop, parce que bien sûr, il n'y a pas de sens dans le sens comme on a dans le langage humain. Et la troisième chose que je vais faire la semaine prochaine, je vais discuter un thème avec lequel je vais un peu commencer aujourd'hui, c'est le thème du vrai et du faux. Et comment le cerveau peut distinguer entre le vrai et le faux, c'est-à-dire souvent on se trouve avec quelque chose, on sait que c'est faux, mais en même temps on accepte ça comme phénomène, comme si ça existe réellement. Le cerveau nous trompe. Il y a certains cas où on ne peut pas vraiment comprendre le faux. Et ça c'est plutôt avec l'autisme, la schizophrénie, et donc je vais discuter qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est tellement important qu'on peut reconnaître pas seulement le faux, mais faire une espèce de distinction qui est très, très importante dans la vie sociale. Bon, je laisse ça simplement pour dire mes intentions à travers ces trois conférences. Mais j'aimerais souligner quand même le fait qu'il y a un thème que je trouve très important à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin, et c'est le vrai et le faux. Et ce thème-là, je vais discuter aujourd'hui, comme je disais, avec cette histoire des membres fantômes. C'est-à-dire, comment ça se fait que quand on perd soit le bras, soit une partie du bras à cause d'un accident, ou la jambe, comment ça se fait qu'on a la sensation que le bras existe toujours? Et la personne va dire, moi je sais très bien, ça n'existe plus. Mais en même temps, on a des sensations comme si ça existe. On n'a pas que les sensations que ça existe, aussi une espèce de douleur qui reste avec ces membres fantômes. Et je vais vous montrer aujourd'hui à quel point on peut même contrôler ça, c'est-à-dire qu'on peut éliminer le membre fantôme, la douleur, d'une façon assez spectaculaire. Tout ça, c'est assez nouveau. Et après d'avoir fait ça, je vais continuer avec une discussion de la nouvelle génétique et je vais essayer de vous montrer pourquoi je trouve la nouvelle génétique nous donne un autre aperçu, si vous voulez, des phénomènes comme le phénomène des membres fantômes. Et après, je vais revenir sur les cas cliniques encore pour montrer d'autres genres de cas cliniques où on traite un membre normal comme si c'était un fantôme. Et je vais essayer de mettre tout ça ensemble pour vous donner une idée d'une nouvelle façon, si vous voulez, de voir le fonctionnement du cerveau. Bon, pour commencer, j'aimerais remonter dans l'histoire, parce que toute cette histoire de membres fantômes remonte, si vous voulez, comme on dit, au 19e siècle. Traditionnellement, on dit que les membres fantômes étaient découverts pendant la guerre civile américaine, quand il y a un médecin qui s'appelle Dr. Weir qui a remarqué que beaucoup de soldats qui ont perdu les bras avaient des fantômes. Je crois que l'histoire de la médecine, c'est un peu comme l'histoire de l'Amérique. On dit que l'Amérique a été découverte en 1492 par Columbus. Je crois que les Indiens savaient bien avant que ça existait.
Et c'est la même chose avec les membres fantômes. D'ailleurs, il y a dans l'histoire, moi je crois une assez belle version, une belle histoire des membres fantômes qui remonte à Lord Nelson. Lord Nelson avait gagné la bataille de Trafalgar en 1805. Il a perdu son bras et il a dit, c'est étonnant, mais j'ai toujours la sensation d'un bras qui est la preuve que l'âme existe. Donc, même avant la guerre civile en Amérique, on savait qu'il y avait des membres fantômes. Mais la façon de comprendre ce phénomène, au fond, remonte à une découverte en 1870 des deux Allemands, qui était une découverte avec un chien. C'était deux étudiants de médecine qui n'avaient rien à faire l'après-midi. Ils ont décidé d'ouvrir la tête d'un chien et de stimuler la surface du cerveau. On ne sent rien, sauf quand on ouvre la tête, la crâne. Et en stimulant le cerveau, ils ont remarqué qu'il y avait un endroit assez spécifique, le long du cerveau, où, je vais vous montrer ça coupé comme ça, et aussi je vais vous montrer ça c'est l'image de côté, et ça c'est la coupe. Si on prend une coupe comme ça, vous voyez ici, il y a une espèce de faille dans le cerveau. C'est marqué en anglais, malheureusement, c'est central sulcus. Je ne sais pas comment ça dit en français d'ailleurs. Mais comment? Sillon médian. Médian. Sillon médian, merci. Donc, le sillon médian, juste devant le sillon médian, si on stimule, on a fait ça d'abord avec un chien, tout le long, on va voir qu'il y a des réactions dans le corps du chien qui sont assez spécifiques. Bon, là, c'est noté pour un homme exactement comment ça se trouve. Bon, c'est marqué ici sensor, mais je vais revenir sur ce problème au fond, c'est moteur qu'on a découvert en 1870. Et on a découvert, par exemple, qu'il y a la jambe, il y a le poignet, c'est tout le long, c'est assez spécifique l'endroit du cerveau qui est stimulé et la façon dont l'animal ou les muscles de l'animal vont réagir. C'était comme s'il y avait une carte du corps dans le cerveau, mais une carte figée. Alors, dans les années 1930, le chirurgien canadien a continué ce travail et lui, il a découvert ce que vous voyez là sur l'écran. Ce qu'il a découvert, c'est juste derrière, si on regarde, jusqu'avant ce sillon, c'est moteur. Jusque derrière, c'est sensorial. Ça veut dire que quand je suis en train de stimuler juste derrière, je vais sentir, plutôt que de bouger la langue, je vais sentir dans la langue une sensation. Plutôt que de bouger la main, je vais sentir une sensation dans la main. Et donc, ça est devenu classique et c'était enseigné dans toutes les écoles dans le monde de médecine. On a appris qu'il y avait une homoncule moteur et une homoncule sensoriale. Et moteur, c'était jusqu'avant, c'était ici, avant le sillon, et sensorial, c'était juste derrière. En plus, ça, c'était une preuve, si vous voulez, et c'était un thème qui était assez important dans l'enseignement du cerveau. C'était une preuve du fait qu'il y avait des fonctions localisées dans le cerveau. Alors, dans les années 1980, un Américain, Merznick, a fait des expériences avec des singes. Et il a trouvé quelque chose de très bizarre, parce qu'on pensait toujours que ça, c'était un truc figé. Donc, quand je stimule là, j'aurai toujours une sensation sur la paume, quelque chose comme ça. Et en 1983, Merznick a montré que ça change tout le temps. C'est-à-dire,
c'est des homuncules dans les animaux différents, c'est-à-dire la façon de voir le corps, du point de vue du cerveau, est différente si on est un lapin ou si on est un chat, etc. etc. Mais ça, c'est sans importance. Ça, c'est l'expérience de Metzner. Pas de lui, en tout cas, c'est une expérience qui est à peu près la même chose. Ce qu'on a montré, c'était si on utilise, par exemple, la main, en utilisant la main, on change la façon dont la main est représentée dans le cerveau. Et ça change tout le temps. Et donc, ce n'est pas figé, c'est-à-dire on n'a pas une carte figée, on a une carte qui est dynamique, toujours en train de changer. Ça, c'était très étonnant. Mais c'était toujours quand même limité, c'est-à-dire il y avait quand même l'endroit plus ou moins de la main, et donc les changements, c'était quand même dans cette région plus ou moins limitée. Et donc, on n'a pas tiré trop de conclusions. Alors, en 1991, un Anglais, Tim Ponce, avait des chimpanzés, pas des chimpanzés, des singes chez lui, qu'on était, à cause des mouvements anti-recherche avec les animaux en Angleterre, ils étaient obligés de, au fond, tuer ces singes. Et c'était des singes qu'on avait coupé les nerfs 11 ans auparavant. Et donc, ils ont coupé les nerfs pour le bras. Et donc, c'était des singes paralysés dans un bras. Et avant de les tuer, Ponce a décidé de voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces singes depuis 11 ans. Et ce qu'il a trouvé, c'était vraiment étonnant. Il a trouvé que quand il touchait la joue du singe, l'endroit qui représentait, soi-disant, la main, la main n'était plus représentée dans le cerveau. On pouvait stimuler ça, il n'y avait pas de réponse. Mais quand il stimulait la joue, il a remarqué que c'était l'endroit de la main qui était stimulé. Il trouvait ça très bizarre. Bien sûr, avec un singe, on ne peut pas lui demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu bizarres? Et donc ça, c'était édité. Et après, il y avait un médecin américain-indien qui s'appelle Ramachandran, qui se disait, si ça se passe comme ça avec le singe, qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Et donc, il a vu des gens qui ont perdu le bras, et il a décidé d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand il touchait la joue, qu'est-ce qui se passait quand il touchait le reste du bras et tout. Et il a trouvé la suivante. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah bon. Voilà. Ah bon. On est vraiment... Je n'ai pas l'habitude. Donc, ce qu'il a trouvé, c'est si on stimule la joue, là, au fond, le malade sent la main sur la joue. Il ne sent pas seulement la main sur la joue, mais il sent aussi la main sur le reste du bras, c'est-à-dire ce qui reste du bras. Donc, au fond, il a au moins 2 fois la main représentée quelque part dans le cerveau. Alors, ce qu'on a trouvé, c'était au fond la main, c'est-à-dire c'était l'endroit de la main dans le cerveau qui était stimulé par le fait qu'on a touché la joue ou on a touché ce qui restait du bras. Et Ramachandran a essayé d'expliquer ça de la façon suivante, et j'aimerais vous montrer l'explication. Si on regarde, ça c'est la... Bon, d'accord, c'est à l'envers encore. Mais ça, c'est pas le bon. Je m'excuse, j'ai ça en transparence parce qu'on est très en retard en Amérique. Voilà. Bon, ça, c'est la main ici.
mais ça, c'est parce que ça vient d'un cartoon, et ça, c'est le vrai truc, donc je montre ça plutôt. Bon, je peux le lire, même si ce n'est pas lisible. Bon, si on regarde, voilà la main, et ça, c'est le reste du bras. Et si on regarde soigneusement, on va voir qu'à côté de la main, c'est le visage. Et si on regarde soigneusement, à côté de la main, c'est aussi le bras. Et donc, l'explication de Ramachandran, et qui est plutôt l'explication qu'on a acceptée, ça c'est dans les années déjà 90, c'est-à-dire ce n'est pas il y a si longtemps, c'était qu'au fond, ce qui s'est passé, en partie, parce que c'est évident, ce n'est pas toute l'explication, c'était les nerfs qui étaient pour la joue et les nerfs pour ce qui restait du bras ont envahi l'endroit de la main. Et donc, la main était représentée sur la joue et aussi, si on veut, sur ce qui restait du bras. Alors, si vous pensez un peu à ce genre d'explication, c'est aussi pour dire, donc, ils avaient raison au 19e siècle, ils avaient raison au début du 20e siècle, quand Penfield et les Allemands au 19e siècle ont dit, au fond, c'est une carte figée. Parce que ça veut dire que la main, c'est toujours la main. Et s'il y a un autre nerf qui va envahir cet endroit de la main, ces nerfs-là vont donner la sensation qu'il y a une main, mais une main ailleurs. Bon, Ramachandran a même poussé ça plus loin, et il a remarqué qu'il y avait une jeune fille, il y avait aussi un jeune homme, qui ont perdu les jambes. Et donc, il avait des membres fantômes des jambes. Mais ils sont venus pour les voir. Ils ont dit, parce que tous ces trucs, ces phénomènes de fantômes, les gens ne veulent pas tellement en parler, ils veulent garder ça plutôt à eux, parce qu'il y a toujours des trucs bizarres. Mais Ramachandran était capable quand même de faire sortir quelques histoires. Et l'histoire qu'il a sortie, c'était chez le jeune homme et aussi chez la jeune femme. Ils ont dit qu'ils ont trouvé que le jeune homme trouvait qu'il avait un sexe énorme. Il a perdu sa jambe et tout d'un coup, il sentit comme s'il avait un pénis très grand. L'explication qu'il a donnée de ça, c'est là. Ça, c'est le sexe génital et ça, c'est ici la jambe. Et donc, ce qui s'est passé, quand on a perdu la jambe, il y a une invasion des nerfs pour le sexe qui ont envahi la jambe et donc il a senti, au fond, un énorme, dans le cas du jeune homme, un énorme pénis. Et dans le cas de la fille, elle a dit qu'elle avait des orgasmes énormes. C'était vraiment quelque chose de très spécial. Bon, au fond, tout ça, c'est pour dire qu'il y a quand même, ça donne l'impression qu'il y a quand même quelque chose figé dans le cerveau, c'est-à-dire c'est presque comme si on est né avec une représentation du corps et on ne peut pas vraiment le changer, c'est-à-dire la façon dont le corps sera représenté quand on a des accidents, va au fond garder cette représentation, disons, innée. Et si on veut, la preuve finale de cette idée qu'il y a une représentation innée, c'était la découverte aussi fin des années 80, début des années 90, qu'il y a souvent des bébés qui sont nés sans bras. Et on ne savait jamais s'il y avait des problèmes des membres fantômes ou pas. Et avec les interviews et tout, peu à peu, il y avait des gosses qui ont avoué à 7-8 ans qu'au fond, ils avaient des membres fantômes. Et quand on a découvert ça, on s'est dit, parce qu'ils étaient nés sans bras.
on s'est dit, bon, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'inné. Et même si on est né sans ce morceau du corps, ça sera représenté dans le cerveau. Bon, avant de tirer trop de conclusions sur cette histoire, je vais vous dire, parce que je vais revenir sur cette histoire des côtés innés, c'est fortement possible qu'un gosse né sans bras va quand même imiter les autres et va imiter surtout les gestes des autres, et donc il va se sentir comme s'il a un bras fantôme. Et donc c'est possible que ce n'est pas du tout un phénomène inné, c'est un phénomène qui vient d'expérience en imitant les autres. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment décider ça, mais je vous dis ça parce que je vais revenir sur tout ce problème d'inné et pas inné quand je vais parler un peu plus tard de la génétique. Et donc, j'aimerais quand même nuancer cette histoire, parce qu'il y a des gens qui disent, même maintenant, « Oh, c'est évident, c'est inné. » Il y a un bouquin qui vient de sortir en Amérique, qui est tout d'un coup un grand best-seller de quelqu'un connu ici aussi, c'est Pinker, qui est plutôt pour l'argument, c'est plutôt tout est génétique, tout est dans les gènes. Et lui, il dit, « Ah non, non, la preuve que c'est dans les gènes, c'est un nouveau-né sans bras va avoir quand même le phénomène d'un membre fantôme. » Je crois que c'est très loin d'être évident. Bon, pour revenir sur les membres fantômes, avant de discuter tout le côté de gènes et la génétique, Ramahan, l'Indien américain, a fait d'autres expériences parce qu'il s'est demandé, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui a un membre fantôme de visualiser ce qu'il a comme membre? C'est-à-dire, il sait très bien que ça existe. Et en même temps, il sait très bien, c'est-à-dire, il sent comme ça existe et il sait très bien que ça n'existe pas. C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a une façon dont je peux faire visualiser le membre fantôme pour cette personne qui est perplexe par l'idée qu'il a ces sensations, mais en même temps, il ne peut pas les visualiser. Et donc, ce qu'il a fait, c'était le suivant. Il a fait une boîte virtuelle, comme il le dit, et il a mis les trous à l'entrée, il a mis un miroir au milieu, et donc il a demandé à la personne qui a perdu ou qui n'avait pas de bras, et qui avait le phénomène de membre fantôme, de mettre son bras, disons, avec le fantôme, mettre le fantôme dans la boîte. Et en même temps, il a dit, est-ce que vous pouvez mettre dans la boîte l'autre bras? Et vous allez regarder l'autre bras dans le miroir. Et ce que j'aimerais avoir, c'est que les deux, c'est-à-dire ce bras-là, c'est coïncident avec le fantôme. Est-ce que vous pouvez faire ça? Et donc, tout le monde a fait ça pour lui. Et il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, moi, si j'ai un fantôme, je peux le manipuler sans problème. Je peux mettre l'autre bras dedans. Je peux voir un moment où sont, c'est-à-dire l'un sur l'autre, si on veut. Et quand ça arrive, c'est-à-dire dès qu'on se trouve qu'on a des deux bras l'un sur l'autre, c'est-à-dire coïncident, la personne va dire « Ah, je vois mon bras, c'est-à-dire le bras que j'ai perdu, et ça me remet, il y a 10 ans, disons, j'ai eu l'accident il y a 10 ans, tout d'un coup, j'ai tous mes souvenirs d'avant, il y a 10 ans, que j'avais perdu depuis. Je suis tout à fait une autre personne. Et en plus, je peux vous dire, parce qu'un problème qu'on a avec les membres fantômes, on a beaucoup de douleur. Je n'ai plus de douleur. Je vois mon bras. Bon, évidemment, dès qu'on sort le bras, les deux bras de la boîte, la douleur est revenue. Et donc, Ramahan a décidé de demander qu'on fait des exercices pour voir s'il pouvait éventuellement éliminer la douleur et tout. Et bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais au fond, il a trouvé que c'était possible.
C'était possible en faisant des exercices tous les jours avec cette boîte de miroirs, d'éventuellement éliminer la douleur et aussi de récupérer des souvenirs qu'on a complètement perdus. Bon, donc, au fond, il y a un phénomène là qui est très, très étonnant. Et c'est une chose que j'aimerais revenir. Comment ça se fait qu'on peut tout d'un coup récupérer, à cause du fait qu'on a changé, simplement dans une boîte, on a changé ma façon de comprendre mon corps, et j'ai tout d'un coup tous ces souvenirs, et je perds aussi la douleur, qui est depuis l'accident. Comment c'est possible que tout ça peut changer comme ça? Bon, je vais mettre ça à côté pour l'instant et essayer de répondre à ces questions après d'avoir discuté le problème de la génétique. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est tout à fait une autre histoire. Et c'est une histoire encore qui est très nouvelle, c'est-à-dire ça remonte il y a maximum 20 ans, ça dépend comment on va compter ça. Et je crois que c'est une histoire qui est en train de bouleverser notre façon de comprendre la génétique. Bon, pour commencer, je dois dire qu'il y a deux approches dans la nature de la génétique. Il y a une approche qu'on peut dire que c'est une approche mosaïque. C'est-à-dire où chaque gène détermine, disons, un organe ou des cellules spécifiques. On a ce genre de phénomène dans les vers. Par exemple, la nématode, dont on vient de décerner un prix Nobel autour du fait qu'on a tout décelé dans la nématode. C'est au fond un exemple dans la nature où chaque gène détermine quelque chose de spécifique dans l'organisme. Mais c'est un organisme qui a moins que 1000 cellules. Ce n'est pas le même système si on prend un organisme qui est beaucoup plus complexe. Et j'aimerais vous montrer d'abord ça, c'est une comparaison de l'ADN dans les fleurs, dans les oiseaux, dans les mammifères, dans les reptiles. Et si vous regardez là, bon, il y a beaucoup plus d'ADN. En tout cas, il y a toute une gamme d'ADN. Mais on peut avoir beaucoup plus d'ADN dans les fleurs. Ça, c'est les fleurs, ce n'est pas très clair là. Qu'on a, par exemple, dans les mammifères. Les mammifères, c'est le troisième. C'est-à-dire, dans un sens, on a beaucoup plus de gènes pour faire une fleur qu'on a pour faire un homme. Pas tout à fait ça, mais c'est-à-dire, des points de vue complexité. Comment ça se fait qu'on peut avoir ça? Par exemple, une autre chose qu'on peut dire, c'est comment ça se fait que le génome qu'on a finalement plus ou moins décelé en 2000-2001, comment ça se fait que c'était si petit? C'était seulement entre 30 et peut-être 50 000 gènes. On a prévu 100 000 gènes. On n'a pas besoin de 100 000 gènes. Comment ça se fait? Bon, l'explication de ça, c'est au fond que, comme je disais, il y a ce système mosaïque dans la nature, c'est pour les organismes très simples, où les gènes déterminent plus ou moins quelque chose de très spécifique. Malheureusement, ce genre de recherche est devenu plus ou moins une façon de voir toute la génétique. C'est-à-dire on a pensé, bon, c'est plutôt comme ça dans tous les animaux. Il y a un autre système, qui est le système dans les animaux plus complexes, et c'est comme ça qu'on a beaucoup moins de gènes qu'on pensait qu'on devait avoir. Et ça, c'est le système des gènes régulatoires. C'est-à-dire les gènes contrôlent d'autres gènes. Bon, même ça, si on dit ça, on n'a pas prévu ce qu'on a découvert. Je dois dire que les vraies découvertes, c'est depuis, disons, 10 ans. Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Au fond, l'histoire remonte encore au 19e siècle. Il y avait quelqu'un qui s'appelle
Bateson. Alors, à la fin du 19e siècle, il y avait quand même un débat autour de Darwin. Et le débat, c'est un débat qui a plus ou moins continué au 20e siècle. Et c'est un débat qui est devenu assez amer dans les années, disons, 80 et 90. Le débat, c'était, est-ce que l'évolution, c'est la conséquence, comme disait Darwin, ou comme Darwin disait, des mutations, c'est-à-dire graduelles. Et ça, c'était une accumulation des petites mutations à travers le temps, à travers des milliards d'années. Et on disait, c'est que ça. Il y a des gens qui ont dit, il y a quelque chose de bizarre avec cet argument. D'abord, si on regarde les espèces, il y a une énorme ressemblance. Ce genre d'argument, ça remonte en France jusqu'à Geoffroy Saint-Hilaire, dans les années début du 19e siècle. Geoffroy Saint-Hilaire a dit qu'il y a quand même une espèce de morphologie qu'on trouve à travers le monde animal. Et donc, ils sont apparentés. Et Cuvier, comme probablement vous le savez, dit que ce n'était pas vrai. Et c'est Cuvier qui était gagnant. Il était gagnant à cause, en partie, de Darwin et tout le système darwinien. En tout cas, quand je dis Darwin, je dois dire Darwin est devenu darwiniste à cause des gens au XXe siècle. C'est un peu comme Marx est devenu marxiste à cause des marxistes. Mais Darwin était beaucoup plus souple. Il disait, moi je ne crois pas que j'ai vraiment toute l'explication en disant c'est un système graduel avec des petites mutations qui s'accumulent. Il y a peut-être d'autres choses dedans. Il le disait. Et personne ne citait ça dans le temps. On pensait que c'était un système gradualiste. Et donc, il y avait des gens qui disaient, quand même, il y a ce genre de rapport entre les morphologies. Et il y a quelque chose d'autre qu'on a trouvé au XXe siècle. Si on regarde des fossiles, c'est comme si tout d'un coup, il y a des saltations. C'est-à-dire, on a une forme, et tout d'un coup, on a une autre forme qui n'a rien à voir, ou qui a l'air plus ou moins de la même espèce, mais carrément changé. Ce n'est pas comme si ça changeait peu à peu. Et donc, les gens disaient, bien sûr, on n'a pas tout trouvé. Il y a d'autres gens qui disaient, non, ce n'est pas comme ça, c'est-à-dire, ça veut dire quelque chose qu'on trouve c'est-à-dire tous les petits changements. On trouve une espèce comme ça, et tout d'un coup, on trouve une espèce qui est évoluée autrement. Et on ne trouve pas les trucs intermédiaires. Et c'est comme s'il n'y avait pas de trucs intermédiaires. Donc, l'argument, c'était le système darwinien, ce n'était pas vrai. Il y a quelque chose qu'on manque. Bon, avec la découverte de l'ADN, c'était le succès darwinien énorme parce que c'était évident, les mutations, c'était dans l'ADN, c'était un truc graduel. Et donc, ce n'était pas possible de voir comment on pouvait changer une morphologie où le changement, c'est assez radical d'une espèce à l'autre, sans passer par les formes intermédiaires. Et donc, au fond, on disait qu'on n'a jamais trouvé les fossiles parce que c'est perdu. Bon, au 19e siècle, déjà, et ça c'est quelqu'un qui était anti-darwinien, il s'appelle Bateson, c'était en anglais, et lui il a dit, et ça va revenir dans notre histoire maintenant il y a 10 ans, il a dit, on a quand même des espèces un peu bizarres. Par exemple, on peut avoir une mouche qui tout d'un coup a au lieu d'avoir une antenne, a une jambe sur la tête. Ou on peut avoir une mouche avec 2 paires d'ailes. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est une grenouille. Ça, c'est normal. Et là, lui, il a trouvé, bon, on a des grenouilles où là, il y a des membres rajoutés au début des vertèbres. Là, il y a trop de vertèbres. Et lui a dit, c'est bizarre. Ça, c'est pas un changement graduel. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la morphologie qui est bizarre. Bon, au XXe siècle, début du XXe siècle, on a produit, et c'est très facile à produire, les mouches, voilà, donc avec les antennes, avec les jambes au lieu d'avoir des antennes, et aussi les mouches avec 2 paires d'ailes.
Ça remonte à 1915. On a même cultivé ces mouches dans les labos. Et on a dit que c'est quand même bizarre qu'on a ce genre de changement. C'est-à-dire qu'on a un changement assez radical dans l'espèce avec une petite mutation. Et tout d'un coup, on trouve un membre ailleurs, on trouve une deuxième paire d'ailes. Et comment ça se fait? Avec un changement d'un gène ou deux gènes? Comment c'est possible? Personne n'avait d'explication. Et si vous regardez même la littérature dans les années 80, où c'est des débuts de la découverte dont je vais vous décrire, même à ce moment-là, les gens disaient, oui, c'est vrai, c'est bizarre, mais quand même, le bras, ça existe déjà. Donc, c'est simplement qu'on a changé la position du bras, c'est-à-dire au lieu d'avoir un bras sur le corps, maintenant c'est sur la tête, etc. Et donc, au fond, c'était une petite mutation darwinienne, classique. Alors, en 1982-3, en Suisse, quelqu'un qui s'appelle Walter Gehring a découvert quelque chose qui s'appelle l'homéobox. L'homéobox, c'est dans l'ADN et c'est une suite des bases dans l'ADN qui est plutôt identique, c'est-à-dire il y a 180 bases dans l'ADN qui est presque identique à travers toutes les espèces. On trouve ça dans les gènes comme ça. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que même avec les mutations, même pas les mutations, même statistiquement, l'ADN va changer à travers 500 millions d'années. Donc déjà, c'était une découverte dont on ne pouvait pas l'expliquer. Alors, ce qu'on a trouvé depuis, parce que dès qu'on a cette séquence, ce qu'on peut faire, c'est chercher la séquence partout. Et si on trouve ça dans les grenouilles, on trouve ça chez l'homme, on trouve ça dans la mouche, on trouve ça dans la souris. Et cette séquence se trouve dans quel genre de gène? Et ça, c'était la chose la plus étonnante. On a trouvé toute une catégorie des gènes, et maintenant, ça s'appelle les gènes de Hox, H-O-X, qu'on trouve partout chez les espèces, dans les mouches, dans les hommes, etc. Ces gènes-là sont presque identiques dans la mouche et dans l'homme. Et ces gènes-là contrôlent ou jouent un rôle, je retire ça, je ne contrôle pas parce que c'est en partie ce qui est très important, ils jouent un rôle très important dans la morphologie. Et c'est seulement à travers ces gènes-là qu'on peut expliquer le phénomène, comme par exemple le phénomène où on a deux paires d'ailes, où on a des antennes sur la tête. Bon, regardons donc ces gènes. Bon, la découverte, au fond, ça a commencé là. Ce qui est étonnant avec ces gènes d'Hox, ce n'est pas seulement qu'on trouve ça à travers les espèces. C'est-à-dire, bon, l'homme a 39 gènes d'Hox, la mouche a 8, et la souris a 39. Et ce n'est pas tout à fait identique, mais c'est quand même assez étonnant à quel point c'est près. Donc, c'est un peu variable, mais en plus, c'est linéaire. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand on trouve un gène, on peut trouver un gène ici, et à côté de ce gène-là, on peut trouver un gène qui n'a rien à voir. C'est même pire que ça, parce que ce qu'on appelle un gène, c'est souvent un truc qui est créé à partir des morceaux éparpillés dans l'ADN. Là, on trouve ces gènes allongés l'un après l'autre. Et ça, c'est-à-dire ça, c'est le gène qui est au début de la mouche. Ça, c'est le gène qui contrôle, entre guillemets, parce que, comme je disais, je veux revenir sur l'histoire de contrôle, je sais pas, la patte ici. Et ça, c'est le gène qui contrôle la patte ici, etc., etc. Et les gènes qui contrôlent les ailes.
Ce qu'on a trouvé avec la mouche, et ça c'était déjà dans les années 80, parce que là on a commencé de se dire, bon, ces gènes-là, c'est sûrement lié avec le phénomène qu'on a avec les deux paires d'ailes et avec les pattes sur la tête. On a essayé d'expliquer comment ça se fait que ça pourrait arriver. Et ce qu'on a trouvé, c'était si on supprime le fonctionnement d'un gène, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais si par hasard il y a une suppression du fonctionnement d'un gène ici, au lieu d'avoir donc ce qu'on a normalement, disons dans le cas d'une mouche, revenir sur la mouche, on a des petites ailes normalement, les balanciers. On a deux paires de grandes ailes et deux paires de petites ailes. Mais parce qu'on a supprimé ici le fonctionnement ici d'un gène, ce qu'on a ici, c'est ce qui s'est passé avant. Donc en supprimant derrière, on retrouve ce qu'il y avait avant. Et il y a une autre loi, entre guillemets, si on fait le contraire, c'est-à-dire s'il y a trop de ces gènes qui viennent derrière, on va trouver ce qu'il y a derrière avant. Et donc on a ce genre de phénomène. Donc on parle de gain de fonction, perte de fonction, et ça dépend si on a supprimé ou si on a trop de ces genres de gènes. Mais au fond, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est un changement de la morphologie avec un changement d'un seul gène. Et donc, pour continuer l'histoire, ça c'est la souris, simplement pour vous montrer. Ça c'est les gènes d'OX chez la mouche, ça c'est les gènes d'OX chez la souris. Vous pouvez voir ce qu'on a fait, on a fait le même truc 4 fois, à peu près, il y a quelques variations. C'est très peu de gènes, et ces gènes-là ont un énorme effet sur la morphologie de l'espèce. Bon, mais comment ils le font? Alors là, on a découvert quelque chose d'autre qui est même plus étonnant. Et au fond, ce qu'on a découvert, c'était pas un contrôle, disons, où ça détermine qu'est-ce qui va passer, disons, avec d'autres gènes. Ce que je veux dire, c'est la suivante. En 1996, encore Gering à Zurich, ou peut-être il a fait, oui, je crois qu'il a fait ça à Zurich, a découvert, si on prend un de ces gènes, alors ça, moi je suis en train de tricher un peu, j'ai dit un gène d'OX, c'est pas tout à fait ça, mais c'est dans la même famille, mais il a dit, il a pris un gène qui était essentiel pour avoir un œil chez la mouche, et il a mis ça dans une souris, il a eu, au fond, un œil d'une souris. Et on a fait le contraire, on a pris le gène, entre guillemets, ça s'appelle PAX6, on a mis ça d'une souris dans une mouche. Je suis en train de faire un peu, c'est-à-dire simplifier un peu l'histoire, mais en tout cas, ce qu'il a montré, c'est qu'on peut prendre un gène qui normalement a l'air de contrôler l'œil dans une mouche, on met ça dans une souris, on a l'œil d'une souris. Donc ces gènes d'OX, on peut presque les changer, c'est-à-dire même s'il y a des variations, parce que le gène d'OX, c'est-à-dire le gène de PAX chez la souris, ce n'est pas tout à fait la même chose que chez la mouche. Quand même, on peut mettre ça dans l'autre espèce, et ça va produire un œil de cette espèce. Alors si on remonte à Darwin, si on remonte aux années 50 et 60, quand le système darwinien était accepté, si on veut, comme un système prouvé, ça s'appelle la nouvelle synthèse, c'est-à-dire on a mis ensemble dans la nouvelle synthèse les découvertes génétiques avec la théorie darwinienne. Darwin lui-même disait, si on y pense, comment ça se fait qu'on pourrait avoir, avec les petites mutations, un œil, qui est un instrument avec une telle précision.
Comment on a créé ça? Il a dit, je dois avouer moi-même. Je sais que ça a l'air comme si c'est presque impossible à faire, mais au fond, je sais très bien que c'était à partir de la sélection qu'on a créé un œil. D'ailleurs, on n'a pas fait ça une seule fois. On a probablement fait ça beaucoup de fois. Donc, dans les années 50 et 60, les darwinistes, comme on peut dire, c'est-à-dire la nouvelle synthèse, a fait l'argument qu'au fond, l'œil a évolué probablement au moins 40 fois, si pas 60 fois. Ça a recommencé, et ça, c'est la preuve de la puissance d'un système sélectif avec des petites mutations. Et si on veut, c'était la chose la plus étonnante dans tout l'argument. C'était la réponse à Bishop Paley, parce que Paley disait qu'il y a quand même, on ne peut pas avoir ce genre de précision. Il ne parlait pas d'œil, mais il parlait d'une horloge, mais au fond, c'était la même idée. Et Darwin, c'était la réponse à Paley. Là, tout d'un coup, on pensait un système pour prouver, c'est-à-dire où c'est clair que l'œil a évolué au moins 40 fois. On a même fait des simulations sur l'ordinateur, on a montré que c'est possible. Il y avait des gens qui disaient qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Et là, on trouve que probablement l'œil a évolué une seule fois. Nous avons le même œil que chez la mouche. Ce n'est pas la même chose que la mouche. Mais au fond, du point de vue génétique, c'est un arrangement qui a changé. Comment ça change? Alors, ça ne dépend pas des gènes d'OX, ça dépend de comment le gène d'OX va activer d'autres gènes. Alors, donc, on peut avoir dans une espèce les mêmes gènes d'OX, on a presque les mêmes gènes d'OX dans toutes les espèces, mais sa façon d'activer d'autres gènes va créer soit un balancier, soit l'aile d'un papillon, soit l'aile ici, ça c'est notre système, mais soit l'aile d'un poulet, soit un bras. Donc, c'est un système d'interaction entre les gènes d'OX et les gènes, entre guillemets, ciblés, il y en a beaucoup de gènes ciblés, mais ce système change tout le temps. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, ça c'est un article qui est apparu récemment dans Nature, où on montre que les mêmes gènes d'OX, simplement pour vous montrer l'idée, les mêmes gènes d'OX peuvent jouer dans une espèce un rôle qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font dans l'autre. Ici, ils sont en train de supprimer les pattes. Ici, ils sont en train de créer les ailes, sans entrer dans les détails. Donc, on ne peut même pas dire qu'un gène a une fonction spécifique, mais en même temps, il y a une espèce d'interaction entre les gènes qui est très importante pour comprendre comment ça se fait que la morphologie s'en sort d'une telle façon. De toute façon, je vais revenir sur le problème du cerveau. Ce que j'aimerais prendre comme leçon de cette histoire génétique, c'était que la morphologie est quelque chose qui n'est pas contrôlé par un gène spécifique. Ce n'est pas contrôlé par les gènes d'OX. Sans les gènes d'OX, on n'a pas de morphologie, c'est-à-dire on ne peut pas créer une espèce. Ces gènes d'OX sont responsables pour des changements, si on veut, de morphologie d'une espèce à l'autre, où on a des changements assez radicaux, c'est-à-dire on peut, au fond, finalement sauter. Mais ce n'est pas les gènes d'OX en soi, ce n'est ni les gènes ciblés. Et il y a même, plus important, le système est très complexe, il y a des signaux entre les gènes, et on peut, avec les mêmes gènes, créer une écaille ou une plume dans un oiseau. Et c'est exactement les mêmes gènes, mais les signaux sont différents. Donc, ce n'est pas du tout le système mosaïque qui existe dans le ver, où un gène va déterminer quelque chose de très spécifique. Non, c'est un système dynamique. Bon, revenons maintenant sur le cerveau. Et surtout, le problème dont on a parlé avec les membres fantômes. Ce qu'on a vu avec les membres fantômes,
c'était le fait que le membre fantôme, c'est représenté, si on veut, sur la joue. C'est-à-dire on touche la joue et on peut éliminer le membre fantôme. Bon, il y a une autre maladie, si on veut, il y a un autre problème cérébral qu'on a qui crée quelque chose d'autre qui s'appelle la négligence. Et ça arrive souvent à cause des accidents cérébraux, ça peut arriver aussi à cause des accidents de voiture, etc. Et ce qu'on trouve, c'est souvent le malade est paralysé du côté droit. Et ce qui est bizarre dans ce genre de maladie, c'est si on demande à la malade, au malade, de qu'est-ce qui se passe avec son bras, il va vous dire il n'y a pas de problème avec mon bras. Mais vous allez lui dire regardez, ça c'est pas mon bras. Ah bon? Ça appartient à qui? Ça appartient à vous, je m'en fous. Ça ne m'appartient pas. Bon, c'est un problème qui est souvent résolu dans quelques mois, mais quand même c'est quelque chose de bizarre. Et quand on a ce genre de problème, on n'a pas seulement un changement de façon de se voir, on a aussi, comme on a vu aussi avec les membres fantômes, on a des problèmes avec les souvenirs. Il y a un changement avec les souvenirs. On oublie les choses. Parce qu'autrefois, j'utilisais ce bras, je ne l'utilisais plus, donc je n'ai plus de mémoire pour ces choses-là. Ce n'est pas possible. Alors, ici en France, on a fait une expérience bien avant Ramahadran avec le miroir. Et c'était dans les années 70. Ce qu'on a fait, on a montré au malade le bras paralysé, que le malade niait. Ce n'était pas moi. On a montré ça dans un miroir et on a coupé la vue, donc le malade ne voyait pas le bras. Et on lui a dit, est-ce que vous voyez votre bras? Ah oui, oui. Vous pouvez le bouger pour moi? Ah non, pas du tout, c'est paralysé. Ah bon? On enlève le miroir. Ah donc, votre bras est paralysé. Paralysé? Pas du tout. Je n'ai pas de bras. Donc, ça dépend. Vraiment, un instant plus tard, on perd même la mémoire qu'on avait dit, bon, ça existe. Bon, c'est tellement étonnant, ce genre de changement, que encore Ramahadran a fait l'expérience suivante. C'est-à-dire, au fond, la première personne qui a fait ça, c'était en Italie, et c'était Bisiac. Et ce qu'il a fait, il a mis l'eau froide dans l'oreille de quelqu'un qui avait de la négligence. Et il avait remarqué qu'en fait ça, la négligence part. Et Ramahadran a poussé ça un peu plus loin. Et il a fait, au fond, la même chose qu'on a fait ici en France, 20 ans plus tard. Sans, je dois dire, citer les trucs en France, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il ne savait pas. En tout cas, il a mis l'eau froide dans l'oreille de quelqu'un qui niait que son bras appartienne à lui. Et dès qu'il a fait ça, il a demandé, mais est-ce que vous pouvez me montrer votre bras? Ah, pas du tout, c'est paralysé. Ah bon? Ça fait longtemps, c'est paralysé? Et le malade a commencé, oui, je peux vous raconter toute l'histoire. Après, quelques heures plus tard, on lui a dit, bon, apparemment que vous avez un bras paralysé. Paralysé? Pas du tout. Je n'ai jamais eu de bras paralysé, pas du tout. Je n'ai pas de bras. Et tous ces souvenirs sont partis. Donc, là, on a un phénomène de changement, pas seulement de la façon de percevoir le monde, mais un phénomène où il y a un changement radical de la façon de voir le passé.
Et c'est un phénomène qui est très étonnant. C'est-à-dire on peut faire l'expérience avec l'eau froide. On peut, avec l'eau froide, tout d'un coup, changer la façon de voir les choses et enlever l'eau froide et tout d'un coup, tout devient comme avant. Si vous voulez, les gens disaient qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire, on a inventé, entre guillemets, le syndrome de personnalité multiple. Parce qu'il y a un changement de personnalité tellement radical. On disait que c'est influencé par les médecins, c'était des inventions des malades et tout. Je dois dire que c'est possible. Mais une chose qui est très étonnante dans tous les cas, pas tous les cas, mais en tout cas les cas de personnalité multiple où on prend ça au sérieux, c'est qu'il y a un changement radical du corps. Tout d'un coup, on dit ça me gratte. Dans une autre personnalité, pas du tout. Donc il y a ce changement radical du corps qui va avec un changement radical de la personnalité. Et je dois dire que tout d'un coup, à cause de ces expériences avec la négligence, les gens sont en train de se dire, peut-être on a toujours pris les gens qui parlaient de personnalités multiples comme un peu les fous. Au fond, peut-être on se trompe. C'est un phénomène peut-être très réel, et d'ailleurs, on peut le créer dans le labo. On prend quelqu'un qui avait de la négligence et on peut tout changer de sa façon de voir le monde. Et donc, si on veut, c'est le début d'un problème de personnalité multiple. Bon, alors, moi, je tire de toute cette histoire, et la raison pour laquelle je vous avais raconté l'histoire de Jeanne d'Arc et le lien entre ça et cette histoire des membres fantômes et négligence, c'est la suivante. Mon argument, c'est au fond l'histoire avec Ramachandran, qu'on disait qu'on a dans le cerveau un endroit qui est pour la main. Et donc, quand on perd la main, on a les nerfs qui viennent d'ailleurs et qui sont en train de stimuler cet endroit, donc on sent une main. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire il y a une espèce de dynamique que le cerveau est toujours en train de créer. Le cerveau a besoin de créer une espèce d'image, disons, du corps. On sait qu'il y a un endroit dans le cerveau assez spécifique où quand on imagine soi-même, ça vient illuminer, si on veut, dans l'imagerie, des scans. Et on sait aussi qu'on est en train d'imaginer, qu'on est en train de prendre quelque chose avec la main, c'est les mêmes aires. Donc, ma façon de comprendre les manipulations des objets dépend aussi, quand je suis en train d'imaginer ça, ça dépend aussi des aires où il y a cette image du corps. Et mon argument sera que, je crois que tout le monde est en train de, c'est pas seulement moi, mais je crois qu'on est en train de voir ça comme un système plutôt dynamique, où on ne peut plus dire que, bon, ça c'est pas l'air spécifique pour la main. Il y a une espèce de dynamique que le cerveau est en train d'essayer de créer. Moi, j'ai perdu mon bras, je dois en avoir, c'est-à-dire j'ai tellement de stimulation que je dois quand même créer quelque chose. Bon, je ne peux pas créer pour cette personne-là un corps intact parce que je sais très bien, ça n'existe pas. C'est-à-dire il y a l'évidence contre ça. Mais en même temps, je peux créer une espèce de fantôme. C'est-à-dire le cerveau est en train de créer ce fantôme parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont impossible d'imaginer ou même de faire si je n'ai pas un bras. Et donc, on a une espèce d'image du corps. Dans la même façon, je dirais qu'on a, dans les cas de négligence, on a un besoin de refaire tout le passé parce que l'image du corps a complètement changé. Et la raison pour laquelle j'ai parlé des gènes d'Ox, c'était, moi je dirais, les gènes d'Ox sont au fond l'image du corps dans la génétique. Si on veut, on ne peut pas avoir une morphologie sans les gènes d'Ox. Les gènes d'Ox, ce n'est pas la morphologie. C'est une espèce de dynamique entre les gènes ciblés et les gènes d'Ox qui vont créer la morphologie de l'espèce.
on change un peu, soit les gènes ciblés, on change un peu les gènes d'OX, on va avoir des espèces un peu bizarres, 2 ailes, des pattes sur la tête, ou même des trucs plus bizarres que ça. Ou on va carrément changer l'espèce. Mais c'est une espèce de dynamique, c'est-à-dire, depuis 50 ans maintenant, on a toujours parlé de la génétique comme si la génétique, c'était une espèce de modèle de fonctionnement même du cerveau, en disant, bon, voilà, on a des aires innées qui viennent de ces gènes-là. On n'a pas identifié les gènes, mais ça, quand même, ça a des gènes spécifiques. Au fond, ce n'est pas la logique génétique chez l'homme ou chez les espèces avancées. Ce n'est pas du tout ça. Et la vraie logique des gènes, c'est tout à fait une espèce de dynamique entre les gènes. Et je crois que c'est le même genre dynamique. La nature est en train d'utiliser ce même genre dynamique dans le cerveau. C'est une dynamique où, par exemple avec l'homme, c'est très important qu'on ait une image du corps pour essayer d'organiser, synthétiser tout, c'est-à-dire avoir une espèce de synthèse de toutes nos sensations. Changement d'image du corps, il y a un changement de synthèse. De la même façon, changement des gènes d'OX, il y a un changement de l'espèce, de la morphologie de l'espèce. Changement, pas d'image du corps, mais de quelque chose d'autre dans le cerveau va créer un autre genre de problème, dans la même façon que le changement des gènes ciblés va changer aussi la morphologie. Et donc, je crois que dans nos jours, on est en train plutôt de voir les centres spécifiques, et je vais revenir sur tous ces problèmes dans les autres conférences, plutôt que de voir des centres innés qui ont des fonctions spécifiques. Bon, ça existe dans un sens, mais au fond, c'est la conséquence de tout un système dynamique qu'on est simplement en train maintenant de déceler, on est en train de voir plus clairement ce système dynamique plutôt qu'un système plutôt figé. D'ailleurs, c'est un système qui va expliquer beaucoup mieux, et je vais parler de ça dans la troisième conférence, la psychologie qu'on a au fond mis dans une boîte assez figée avec les idées qui sont des idées classiques, si on veut, du système classique génétique. Bon, au fond, s'il y a des questions, je peux répondre à vos questions. Merci.